Marche des populations de Ngoch, c'est dans le département de Bambey. Elles ont envahi la rue pour réclamer de l'électricité. Ces manifestants qui menacent de ne plus payer la taxe rurale n'excluent pas de sanctionner sévèrement le régime en place. Mamoudou Matarsar pour plus de précisions. Les populations de Ngoch dans la rue. Elles ont marché pour dénoncer l'absence d'électricité notée dans ce village situé dans le département de Bambey. Nous marchons aujourd'hui pour extérioriser le chagrin qui occupe notre cœur depuis des années, engendré par la négligence des autorités envers ce village. Ce village qui est une légende historique dans le royaume du Baol. Ce village qui fait partie parmi les villages les plus peuplés de la commune. C'est ce village qui se trouve aujourd'hui face à des problèmes notoires, parmi lesquels nous allons tout d'abord citer cette négligence sur ce chantier d'électrification qui date depuis 9 mars 2013 et qui n'arrive toujours pas à être acheminé. Malgré toutes les démarches administratives faites jusqu'ici et qui n'arrivent qu'à des promesses dilatoires, ce que nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui. Parce que la population de Ngoch est en urgence aujourd'hui, tout en sachant que l'électricité constitue la base fondamentale de toute activité promotrice d'un développement durable. Nous voulons être développés et on ne peut pas promouvoir un développement à l'absence de l'électricité. Raison pour laquelle nous disons au chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide parce qu'on est en besoin. L'électricité n'est plus une nécessité non seulement, mais un besoin quotidien. Ces manifestants ont aussi interpellé les autorités sur la situation de l'école primaire. À cela, nous ajoutons également notre école primaire qui date depuis 10 ans et qui n'arrive toujours pas à être clôturée, ce qui menace la sécurité des enfants. Voilà les points qui constituent notre plateforme revendicative aujourd'hui, nécessitant que nous sortons pour dénoncer cela. Ces populations de Ngoch qui menacent de ne plus payer la taxe rurale n'excluent pas de sanctionner sévèrement le régime en place si une solution n'est pas apportée à leurs revendications. Si cela n'est pas réglé, nous ne faisons pas de menaces comme le font les autres, mais nos cartes nous appartiennent. Ma carte, ma localité. Ma carte, ma localité. Mais également, accepter de payer des impôts dont les intérêts ne nous reviennent pas. Et dorénavant, nous allons donc s'engager pour que cela soit résolu, parce qu'il est temps que Ngoch soit électrifié. Et si cela n'est pas résolu, nous allons passer à une vitesse supérieure. Touba Mbaké, Mamadou Makhtarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Les pluies diluviennes enregistrées cette nuit à Kerniag ont plongé le quartier dans une situation indescriptible. Beaucoup de maisons sont sous les eaux. Les populations interpellent les autorités étatiques. Nous y reviendrons plus amplement avec Momodou Matarsar, notre correspondant à Touba. Et puis, suite aux nombreux accidents, les populations de la commune de Fass-Bahugo, dans le département de Guinguinéo, ont barré la route et exigent l'érection de ralentisseurs. De violents affrontements sont suivis entre les forces de l'ordre et les manifestants. Al-Hassan Ba a pris part à cette marche. Les habitants de la commune de Fass-Bahugo, dans le département de Guinguinéo, n'oublieront pas ces 2 jours d'après Tabaski où 2 de leurs fils ont été mortellement heurtés ce vendredi et samedi sur la route nationale numéro 4. Suite à ces drames, les populations ont barré la route pour construire eux-mêmes des ralentisseurs et se sont affrontés aux forces de l'ordre pour y parvenir. Parce qu'on a remarqué depuis des années, les véhicules sont en train de tuer, de heurter nos enfants, des innocents, et tout le monde en a marre. Donc vraiment c'est difficile. Nous voulons des doudanes, nous exigeons à l'État, le gouvernement, qu'il érige des doudanes donc, sur cette route-là. Donc un enfant a été heurté avant-hier donc, pendant la Tabaski pour aller commander le Ndéwénel sur la route. Un véhicule a heurté et aujourd'hui cette même situation s'est répétée. Donc un enfant âgé pratiquement de 6 à 9 ans a été violenté, heurté ici sur cette route. C'est pourquoi la population est sortie depuis le matin, c'est vers 11h15, 11h30.
toute la population est vraiment déterminée à ce que des dos d'âne soient érigés ici, sinon pour éviter le catastrophe. Le nombre d'accidents mortels qui s'augmente de jour en jour sur cette axe est la source de motivation de ces citoyens pour construire leur ralentisseur selon eux. Ici. Donc, voilà, pour ériger des dos d'âne ici, parce qu'ils disent que c'est la seule situation pour le moment pour régler la chose. Le nombre d'accidents c'est énorme, mais on compte 49 morts depuis des années, des chevaux tués, donc des ânes, vraiment des innocents, donc vraiment toute la population est désolée. Nous vivons une situation vraiment délicate. 2 accidents mortels successifs vécus par les Fassois les ont poussés à s'affronter aux limiers qui en ont interpellé quelques-uns et les autres se disent déterminés à finir les travaux qu'ils ont déjà entamés. Fass, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Sans lui, les habitants de Djelbam dans la rue, ils réclament l'électrification de leur village et le revêtement de 3 km de route reliant leur zone d'habitation à la localité voisine la plus proche. Ils ont battu le pavé pour se faire entendre. Voici Baba Diakhaté, porte-parole du collectif des habitants. Il est interrogé par Gabriel Barbier. Bon, nous avons organisé cette marche aujourd'hui. Je ne dis pas demander, mais pour exiger du gouvernement l'électrification et le bitumage de la route qui va de Kerbarka à Djelbam. Je vous rappelle que cette route ne fait même pas 3 km. Et l'électricité aussi, là où il y a l'électricité, ça ne fait même pas 3 km. Et puis depuis des années, ça s'est passé comme ça. Donc il y a le village le plus proche de Djelbam, c'est Kerbarka, ça ne fait même pas 3 km, alors que ce village a de l'électricité depuis des années. Donc nous exigeons du gouvernement vraiment l'électrification de ce village et le bitumage de la route. Pour les femmes qui accouchent, vraiment c'est malheureux. C'est malheureux. Parfois à 4 h du matin, les femmes veulent accoucher, nous avons des problèmes pour avoir un taxi ici. Pendant l'hivernage, si vous demandez à un taxi de venir à Djelbam, il refuse parce que la route n'est pas bonne. Donc nous sommes en danger permanent. Nous sommes en danger permanent ici à Djelbam. Combien de population? Plus de 15 000 habitants. Ça c'est grave. En plus, je vais vous dire une chose, nous constituons un poids électoral énorme ici. Drame à Missira, une commune du département de Tambacounda. Un enseignant du préscolaire a été retrouvé mort électrocuté dans sa chambre. Lamine Diaby, qui réparait son réfrigérateur, a reçu une décharge électrique. Les détails avec Alassane Diallo. On me fait signe que l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons avec Alassane Diallo. Et parlons de politique à présent. Le parti Réumi prendra part à la rencontre prévue demain lundi avec le ministre de l'Intérieur sur le parrainage pour As Babakar Gueye, chargé des élections au sein du parti Réumi, et des conditions sont imposées à Lingouiaï. Il est joint au téléphone par Al-Hassan, plutôt Abdoukhoudos Diallo. Exactement. Donc nous allons répondre présent à l'appel véritablement du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, avec sa majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale, le président Macky Sall nous force à passer par le parrainage. Et comme demain, c'est une rencontre uniquement pour aller prendre les outils nécessaires pour entrer dans le parrainage, c'est-à-dire donc la fiche de parrainage en version électronique, en version papier, nous y serons, mais pas simplement nous pour ça, mais essayer aussi de faire entendre notre voix par rapport à toutes nos doléances qui sont toujours sur la table. Demain, les yeux dans les yeux, comme il a l'habitude de le faire lui, Ali Goudiaï, on va lui dire, monsieur le ministre, nous voulons que vous vous occupiez uniquement de la sécurité de ce pays-là et de l'intérieur, mais pour les élections, nous continuons à refuser votre personne parce que vous n'êtes pas du tout la personne indiquée pour organiser les élections et que nous demandons au président de la République à sa place de mettre une personnalité neutre, ou en tout cas une commission électorale neutre qui pourra organiser les élections. Ça va être la première doléance. La deuxième doléance, c'est le fichier. Donc demain, il faudrait qu'on nous remette dans une clé à tous les partis d'opposition la liste des électeurs consolidés au Sénégal. Parce que la première mesure de rejet, n'est-ce pas, d'un parrain, c'est qu'il n'est pas dans le fichier électoral. On ne peut pas du tout maintenant aller prendre des parrains sans être assuré qu'ils sont dans le fichier. N'est-ce pas, lié au dépôt, à la sanction, n'est-ce pas, lié aussi à la vérification du dépôt des candidatures. Tout ça, nous serons très fermes et nous allons donner nos positions par rapport à ça.
Rencontre toujours avec le ministre de l'Intérieur et l'opposition pour fixer les modalités du parrainage. Il ne faut pas compter sur la présence du Parti démocratique sénégalais. Les libéraux continuent de recuser Aly Ngouille Ndiaye et réclament la mise sur pied d'une haute autorité pour l'organisation des élections. Voici Dr Cherdian, chargé des élections au Parti démocratique sénégalais, joint au téléphone par Hassan Gueye. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, n'est pas fondé à organiser des élections parce qu'il est récusé par l'ensemble de l'opposition au regard des nombreuses fraudes, des nombreuses manipulations honteuses auxquelles le pouvoir s'est livré lors des dernières élections législatives et le référendum. L'opposition, le PS en particulier, continue de réclamer la mise en place d'une haute autorité indépendante de l'État pour garantir des élections libres, transparentes et qui vont générer donc un climat de paix sociale, un climat de cordialité au-delà le lendemain des élections présidentielles à venir. Ceci étant dit, le président Macky Sall a imposé le parrainage à travers sa majorité mécanique de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne cet appel d'Aly Ngouille Ndiaye, nous lui ferons d'abord remarquer que depuis que la loi sur le parrainage a été votée, il a été incapable de sortir les décrets et les arrêtés, donc ils doivent encadrer la mise en œuvre pratique de ce parrainage. Aujourd'hui, c'est le flou total autour de cette question parce qu'il n'y a aucun décret, aucun arrêté qui a été produit à ce jour du fait de son incompétence à gérer des élections ou plutôt de sa volonté manifeste de truquer, de manipuler les élections à venir. En tant que parti politique, nous sommes dans un front avec beaucoup d'autres partis et d'organisations démocratiques. Et nous allons nous réunir ce dimanche, donc le front dégagera une position à laquelle donc tout le monde se tiendra. Restons toujours dans le même sujet. 30 millions de francs CFA, c'est le montant de la caution pour la présidentielle de 2019. L'annonce a été faite dans le journal officiel, l'arrêté ministériel fixant la somme ainsi que l'arrêté 20-025 fixant le modèle de la fiche de collecte du parrainage. C'est une synthèse de Hassan Gueye. C'est officiel. La caution pour la présidentielle du 24 février 2019 est fixée à 30 millions de francs CFA. L'arrêté ministériel fixant le montant a été publié dans le journal officiel de la République du Sénégal en date de ce samedi 25 août 2018. Il porte le numéro 20024 et est daté du 23 août 2018. Les candidats à la présidentielle doivent donc déposer cette somme au niveau de la caisse des dépôts et de consignation. Dans le même numéro, le gouvernement a aussi publié l'arrêté ministériel numéro 20025 fixant le modèle de la fiche de collecte du parrainage en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Composé de 6 articles, cet arrêté stipule que la fiche de collecte de parrainage de candidature pour la présidentielle est de format A4 et composée de prénom et nom du candidat, région de collecte ou représentation diplomatique. La fiche aura aussi 7 colonnes qui renseignent sur l'identité du parrain portant sur ordre de numérotation, prénom, nom, le numéro de la carte d'électeur, le numéro des 17 caractères de la carte d'identité CEDEAO, la circonscription électorale d'inscription et la signature. Doit aussi apparaître sur cette fiche de collecte l'identité du collecteur, c'est-à-dire ses prénoms et noms, son numéro de carte d'électeur et la date de collecte. Il faudrait aussi mentionner les prénoms et noms du délégué régional et son numéro de carte d'électeur. À rappeler que toutes ces mentions sont obligatoires et que chaque candidat doit avoir entre 53 457 et 66 820 parrains. L'actualité hors de nos frontières nous amène au Zimbabwe et puis au Cameroun et enfin aux États-Unis. C'est un récit signé Aïcha Diahate. Démarrons ce survol de l'actualité internationale au Cameroun où au moins 2 gendarmes ont été tués lors de l'attaque de leur brigade par des séparatistes armés présumés dans une commune de la région anglophone du nord-ouest. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le porte-parole de l'armée. La nouvelle attaque de la brigade de gendarmerie de la localité de Zoa, près de la ville de Moum, a dans un premier temps été donnée par des sympathisants séparatistes qui ont parlé de 9 gendarmes tués. Le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée, a confirmé cette attaque sur sa page Facebook. Il dit, je cite, il y a effectivement eu une attaque de cette brigade où 2 gendarmes sont tombés les armes à la main, malgré le nombre élevé d'assaillants. 21 séparatistes ont été neutralisés et des armes saisies lors de la riposte de l'armée, a-t-il ajouté. A rappelé que les combats entre soldats, policiers et séparatistes y sont devenus quasi quotidiens. 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité y
qui ont été également tués. Selon le gouvernement, plusieurs centaines de civils auraient perdu la vie dans ce conflit. Et une ONG de noter que des victimes enregistrées du côté des séparatistes armés restent inconnues. Le conflit a en outre contraint environ 200 000 personnes à fuir de chez elles, dont environ 30 000 ont trouvé refuge au Nigeria voisin. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce dimanche en appelant ses compatriotes à tourner la page des élections jugées frauduleuses par l'opposition et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruine. En signe d'apaisement, le nouveau maître du pays a profité de son discours d'investiture pour annoncer une enquête sur la répression meurtrière à ses yeux inacceptable de la manifestation post-électorale du 1er août qui a fait 6 morts. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée, et son parti au pouvoir, la ZANU-PF, au terme d'un règne de 37 ans. Pour rappel, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamisa. Arguant de nombreuses fraudes, le MDC a contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle, mais la plus haute instance judiciaire du pays a validé finalement le scrutin, estimant que l'opposition n'avait pas la preuve de ces irrégularités. Aux États-Unis, John McCain n'est plus. Les drapeaux étaient en berne dans la capitale américaine ce dimanche au lendemain de la mort du sénateur républicain John McCain, ancien pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat à la Maison-Blanche au parcours politique tumultueux, mais aujourd'hui célébré quasi universellement. Comme pour John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan ou Rosa Parks, son cercueil sera exposé dans le rotonde du Capitole à Washington, un honneur réservé à ceux qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Selon le New York Times, il sera également présenté au Capitole de l'Arizona, cet État désertique du sud-ouest qu'il a représenté plus de 35 ans au Congrès. Il va être enterré au cimetière de l'Académie navale d'Annapolis sur la côte est où il a suivi sa formation militaire initiale. Et c'est la fin de ce journal de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir et bonne soirée.